démarrer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un webinaire dédié aux stratégies locales de biodiversité portées par les territoires. Ce webinaire est organisé par Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine avec la région Nouvelle-Aquitaine et l'Agence régionale de biodiversité. Donc, PQNA, c'est votre centre de ressources sur le développement territorial. Pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, une très rapide présentation de notre structure. Donc, PQNA est constitué sous forme de groupement d'intérêt public et il est copiloté par l'État et par la région. Et en tant que centre de ressources sur le développement territorial, PQNA a pour mission de vous offrir des ressources sur différentes thématiques qui intéressent les territoires. Vous trouverez sur notre plateforme numérique des analyses, des fiches expériences, mais aussi notre agenda qui propose des événements en distanciel et en présentiel tout au long de l'année. Je suis Julia Laurence et je suis chargée de mission territoire et transition au sein de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine. On va bientôt atteindre 50 personnes connectées. Il y avait un peu plus de 120 inscrits pour ce webinaire. Donc, on est ravis de vous retrouver pour ce premier événement de l'année et de voir l'intérêt qu'il a suscité. Nous vous informons que ce webinaire est enregistré. Il sera capitalisé, comme à l'habitude de PQNA, dans un article sur la plateforme numérique ainsi que sur notre chaîne YouTube. Afin de fluidifier le déroulé du webinaire, les micros de tous les participants sont coupés. Nous vous invitons à faire part de vos réactions et de vos questions directement dans le chat de Zoom que vous pouvez atteindre à partir de l'interface du logiciel. Merci également, si vous le pouvez, de vous nommer nom, prénom, structure pour que vous puissiez vous identifier les uns les autres. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Pauline Châtelain, qui est chargée de mission revitalisation des centres-bourgs et qui va s'occuper de la modération du chat et qui pourra faire part de vos questions aux différents intervenants que nous avons prévus aujourd'hui. Ce webinaire, il a pour objectif d'aborder la manière dont les territoires s'engagent en faveur de la biodiversité. Quelles sont les méthodes de travail mobilisées? Quelle implication des acteurs? Quel apport de ces stratégies locales aux dynamiques en faveur des transitions? On vous propose aujourd'hui de recontextualiser les enjeux de la biodiversité et d'aborder la manière de les intégrer dans les démarches territoriales que vous pouvez mener sur vos périmètres, qu'ils soient communaux ou supracommunaux. Au travers des témoignages que nous avons sollicités, nous verrons comment ces enjeux sont traduits dans des stratégies locales et dans des actions et comment les territoires s'efforcent à travailler la transversalité pour que ces actions en faveur de la biodiversité contribuent aux transitions territoriales. Euh, Pourquoi nous vous proposons aujourd'hui un rendez-vous sur la biodiversité au sein du réseau Territoire et Transition de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine? C'est pour plusieurs raisons qui ont trait vraiment au lien entre la biodiversité et les projets de territoire, en considérant tout d'abord que la biodiversité, elle est liée à la qualité de vie et à l'attractivité du territoire et qu'elle constitue à ce titre un axe important du projet de territoire. On vous propose aussi ce rendez-vous parce que la politique de protection est fortement territorialisée et que le rôle à jouer par les territoires est majeur, que les différents échelons des collectivités territoriales et de leurs groupements ont aussi un rôle à jouer dans cette politique-là. Et enfin, parce que la biodiversité, elle est finalement au même niveau de priorité que le changement climatique et que ceci est traduit dans l'exercice des COP régionales et de la planification écologique. Deux temps pour ce webinaire. Un premier temps de cadrage du sujet avec les pilotes de la politique biodiversité à l'échelle régionale.
Et un deuxième temps, le témoignage de deux territoires néo-aquitains qui sont la communauté d'agglomération du Grand Cognac et la communauté de communes Haut-Limousin en Marche. Ces deux territoires ont engagé un travail en faveur d'une stratégie locale de biodiversité. À l'issue de chaque présentation des territoires, on a prévu un temps d'échange avec vous, participantes et participants, pour poser les questions. Donc, questions que vous pouvez bien sûr mettre dans le chat. Sans plus attendre, je vous propose de passer au temps de cadrage pour lequel nous avons sollicité des techniciens de la région et de l'Agence régionale de la biodiversité. Et nous allons commencer avec Olivier Brousseau, qui est chargé de mission biodiversité au sein de la direction de l'environnement de la région Nouvelle-Aquitaine, et qui va nous faire un retour sur les grands enjeux de la biodiversité sous forme ludique, vous allez le voir, avec un quiz. Bonjour Olivier, et je te laisse la parole pour ce temps de cadrage. Merci Julia, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Olivier Bonceau, chargé de mission au service biodiversité à la région, comme l'a dit Julia. Et en effet, pour voilà, rentrer un petit peu dans le sujet de manière ludique, décontractée, je vais vous poser trois petites questions auxquelles vous allez pouvoir donc répondre directement via Zoom. Donc c'est Pauline, je crois, qui va vous afficher les questions. Et puis ben voilà, on complétera, je compléterai quand on abordera les réponses à ces petites questions pour mettre en contexte le sujet d'aujourd'hui, donc la biodiversité au sein des territoires. Alors la biodiversité, je voilà, je rentre pas dans une définition de ce qu'est la biodiversité. On a considéré que vous étiez déjà un peu au fait de ce sujet puisque vous vous êtes inscrit à ce webinaire. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, dans le détail de la situation en Nouvelle-Aquitaine. La biodiversité est présente partout. Euh, du petit virus au grand mammifère, on va dire, et bien évidemment en Nouvelle-Aquitaine, qui est une grande région, qui accueille une biodiversité riche, mais sous pression, on le verra. Et donc je vous pose une première petite question, à votre avis, si on s'en tient uniquement à la faune et la flore, combien d'espèces a-t-on dénombré de faune et de flore en Nouvelle-Aquitaine? Ce sont des chiffres qu'on retrouve dans le diagnostic notamment de la stratégie régionale biodiversité. Alors, quatre possibilités. Un peu plus de 11 000 espèces animales et 3 000 espèces végétales, ce qui est déjà pas mal. Ou alors, un peu plus de 11 000 espèces animales et 4 300 espèces végétales. Et oui, quand même. Un peu plus de 11 000 espèces animales et 43 000 espèces végétales. Là, ce serait vraiment super. Et un peu plus de 11 000 espèces animales et 70 000 espèces végétales, sachant qu'on est une très grande région. Allez, vous avez au moins bon sur les espèces animales. Je vous laisse répondre. Pauline, tu nous dis... C'est bon, Olivier, normalement, voilà, c'est C'est bon? partagé. Ouais, c'est bon pour la réponse. Ok, donc vous avez tous... je ne vois pas le résultat, moi, mais... hop, Alors, la bonne réponse, Olivier, et tu nous dis, et je te dis combien ont répondu correctement, c'est 29% qui ont répondu correctement, avec 9 personnes qui ont donné la bonne réponse sur 31 participants à cette première question. ok. Donc la bonne réponse était effectivement donc un peu plus de 11 000 espèces animales et 4 300 espèces végétales. Est-ce que vous voyez bien mon écran? La biodiversité en Nouvelle-Aquitaine, effectivement, c'est donc plusieurs milliers
d'espèces, bien sûr, donc 4300 espèces au niveau de la flore. C'est 2 tiers de la flore, quand même, des espèces qu'on rencontre au niveau national. Plus de 11 000 donc, espèces animales, et rien que pour les oiseaux, c'est 80% presque des oiseaux qu'on trouve en France, et toute cette faune et cette flore sont présentes sur des milieux très variés. La Nouvelle-Aquitaine est une grande région, et donc on a dénombré, on va dire, 13 grands types de milieux, et près de 90 habitats d'intérêt communautaire, donc reconnus par l'Europe, notamment dans le cadre des directives Habitat et du réseau Natura 2000. Mais en Nouvelle-Aquitaine, on a aussi des espèces endémiques, donc on ne trouve que dans notre région, et on est également une région concernée par des grands axes migratoires, des oiseaux migrateurs notamment, mais aussi les poissons migrateurs d'intérêt international. Puis la biodiversité aussi, c'est la biodiversité cultivée, avec là encore une richesse assez importante en Nouvelle-Aquitaine. On dénombre pas moins de 60 races différentes d'élevage, mais aussi 2000 variétés fruitières différentes, mais qui ne sont malheureusement pas toutes bien valorisées, on va dire, ou en difficulté. C'est une biodiversité, je le disais dans le titre, dans la question, qui est sous pression. Effectivement, cette biodiversité, en Nouvelle-Aquitaine, comme partout dans le monde, elle subit un certain nombre de pressions, et donc on parle d'érosion, voire même d'extinction de masse. Alors plusieurs illustrations pour montrer cette érosion de la biodiversité et donc les enjeux qui se pointent derrière. Tout d'abord, à l'échelle mondiale, on parle de limites planétaires. Donc, ce sont les grands processus biophysico-chimiques, on va dire, qui permettent au système Terre de fonctionner. Et parmi ces grands processus, il y a la biodiversité, l'intégrité de la biosphère, sa diversité, qu'elle soit génétique ou fonctionnelle. Et à l'échelle mondiale, depuis 50 ans, on a noté moins 68%, presque moins 70% de diminution des effectifs de faune sauvage à l'échelle mondiale. C'est quand même assez conséquent. Et puis en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, les pressions sur la biodiversité sont bien évidemment très présentes aussi. Alors, on les classe habituellement en cinq grandes pressions. C'est l'IBPES qui les classe comme ça, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité. C'est l'artificialisation, le changement d'usage des sols, et la Nouvelle-Aquitaine est l'une des premières, si ce n'est la première région en termes de consommation d'espace d'artificialisation. C'est presque 10% du territoire de la région. Mais c'est aussi la surexploitation des ressources naturelles. À titre d'exemple, plus d'un tiers des débarquements du golfe de Gascogne proviennent de stocks surpêchés. La surpêche, c'est un exemple de surexploitation des ressources, tout comme la déforestation à l'échelle internationale. Viennent ensuite les pollutions, pollution des eaux, de l'air, des sols. Et en Nouvelle-Aquitaine, on a relevé que 57% des masses d'eau de surface n'étaient pas en bon état écologique. Bien évidemment, le changement climatique affecte aussi la biodiversité. Donc voilà, les projections à plus 2,8 degrés par endroit en Nouvelle-Aquitaine d'ici 2050 auront des conséquences assez importantes. Et puis enfin, le dernier facteur de pression sur la biodiversité, ce sont l'introduction d'espèces exotiques envahissantes qui modifient les écosystèmes et qui ont des impacts à la fois sur la santé, mais aussi l'économie. Et on évalue à peu près à 6 espèces exotiques envahissantes de plus tous les 10 ans dans chaque département de la région depuis 1979. On va passer à la question suivante. Donc, cette biodiversité, elle est riche, elle est sous pression, elle est très présente, et elle apporte ce qu'on appelle des services écosystémiques. Allez, c'est une question facile. À votre avis, de quoi s'agit-il, les services écosystémiques? Est-ce que c'est un système économique de monétisation de la biodiversité? Est-ce que ce sont les relations entre les espèces, notamment les relations gagnant-gagnant, comme les mycorhizes? Est-ce que ce sont des bénéfices offerts par la nature, les espèces vivantes et les écosystèmes aux populations humaines? Ou alors est-ce que vous n'avez
pas d'idée de ce que sont les services écosystémiques. Allez, je vous laisse répondre rapidement. Pauline va Allez, c'est partager bon. les résultats. C'est en cours, ça arrive. Et oui. Les services écosystémiques sont les bénéfices offerts par la nature, les espèces vivantes et les écosystèmes aux populations humaines. On parle aussi de fonctions écosystémiques. En effet, la biodiversité, c'est une composante essentielle pour l'économie et la culture en Nouvelle-Aquitaine. En 2019, la région a commandé, coordonné 2 rapports pour élaborer ces stratégies, sa feuille de route Néoterra notamment, dont le rapport Ecobiose qui a voilà, c'est une méta-analyse d'études sur la biodiversité et les services écosystémiques. Ces services écosystémiques, en fait, on peut les classer en différentes grandes catégories, que sont les services d'approvisionnement. On voit ce que c'est, les ressources dont on a besoin pour s'alimenter notamment, mais aussi les services culturels pour nos activités de loisirs, les aménités paysagères, l'éducation, mais aussi voilà, les valeurs spirituelles et la santé, et la santé. Les services de régulation. La biodiversité et les écosystèmes régulent notamment le climat, l'écoulement des eaux, etc. Et puis des services qu'on qualifie de support. Support, le sol, mais aussi les grands cycles comme la photosynthèse, qui sont le support au fonctionnement et à la vie tout simplement. Tous ces services écosystémiques donc nous apportent gratuitement finalement un certain nombre de bénéfices à tel point que il a été évalué en Nouvelle-Aquitaine 45% du PIB régional dépendait directement de la biodiversité. Donc on le retrouve dans le rapport Ecobiose. Et puis à une échelle plus large, les entreprises se saisissent de ce sujet. Il y a un article dans Le Monde qui est paru il y a quelque temps, voilà, qui montre qu'un collectif de plus de 150 entreprises se sont mobilisées, ont alerté pour vraiment insister sur le fait que les activités économiques doivent contribuer activement à la restauration de la biodiversité. Et puis même le système bancaire commence à prendre en compte de plus en plus la préservation de la biodiversité, ayant bien identifié que la perte de biodiversité pouvait avoir un impact assez fort sur la stabilité financière de nos systèmes. Et puis on a effectivement, on va dire en lame de fond, on va dire des attentes sociétales grandissantes, puisque il y a l'Office français pour la biodiversité qui avait justement commandé un sondage auprès des Français et qui montre que une grande majorité de nos concitoyens considèrent que leur quotidien, leur avenir dépendent de la biodiversité. Olivier, pour les 2 dernières questions, je suis désolée, je vais On va aller plus te vite, c'est demander ça. d'accélérer Ouais, un petit peu. Après, je crois que les 2 dernières, ça va aller plus vite. se prêtent plus à la rapidité. Oui, oui. Merci beaucoup, je te laisse Allez. terminer. Donc, troisième question, la biodiversité et les collectivités territoriales, les territoires. À votre avis, la compétence biodiversité au niveau des collectivités territoriales est une compétence unique de la région, chef de file? Est-ce que c'est une compétence partagée entre les différents échelons de collectivités ou une compétence transversale, polymorphe et dont les enjeux se retrouvent dans de nombreuses autres compétences? Allez, rapidement. Pauline, tu nous dis. Oui, Pauline va nous partager les résultats. Merci, Pauline. Effectivement. La région, elle est effectivement
chef de file, mais effectivement, c'est une compétence partagée. Et c'est une compétence, voilà, polymorphe qu'on va retrouver effectivement à différents niveaux, qui a des interactions et une transversalité, on va dire, qui nous concerne toutes et tous et tous les échelons de collectivité. À titre d'exemple, voilà, les régions sont chefs de file planificatrices, c'est la loi notamment de 2016 qui l'a fixé, mais les départements interviennent également dans le cadre de leur politique espace naturel sensible, dans le droit de prévention, etc. Et puis bien évidemment, l'échelon local, c'est l'échelle de l'action, et les communes, les intercommunalités, qui sont au cœur de l'aménagement et de la gestion des territoires, ont aussi donc euh, des compétences et des leviers d'action en faveur ou concernant la biodiversité, que ce soit en termes d'approfondissement des connaissances, d'appropriation des enjeux de biodiversité, mais aussi de la mobilisation de tous les acteurs socio-économiques, les citoyens, etc., sur le territoire, de mobilisation de ressources financières. On parle de subventions, de fonds, de marchés publics notamment. Euh, et puis, il y a un pouvoir, voilà, politique, de réformer un certain nombre de choses, notamment la commande publique, les subventions, et puis l'action foncière, qui est vraiment primordiale à un échelon territorial, et qui peut avoir un impact fort sur, sur la biodiversité. On retrouve un certain nombre de ressources. J'ai mis le logo là sur la diapo, auprès de l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, avec notamment un groupe de travail collectivité dédié, donc collectivité et biodiversité. Mais je pense que Baptiste aussi parlera d'autres ressources tout à l'heure, donc je ne m'attarde pas. Dernière petite question pour faire la transition avec l'intervention suivante. Qu'est-ce que la stratégie régionale pour la biodiversité, dont on va vous parler dans 2 minutes? Est-ce que c'est la stratégie du conseil régional pour préserver et reconquérir la biodiversité? Est-ce que c'est la stratégie de l'État, de ses opérateurs et de la région pour préserver et reconquérir la biodiversité? Document partagé, on va dire. Ou est-ce que c'est un nouveau calporte, un document un peu épais qui est bien pratique, mais recyclé et recyclable, bien évidemment? Mm. Pauline va partager les résultats aussi sur cette question. Olivier, je te laisse la commenter très très rapidement, puisque sur la stratégie régionale de biodiversité, c'est Joseph ensuite C'est Joseph, qui voilà. va en parler. Donc Merci en tout cas c'est pour la effectivement transition. la stratégie de l'État, de ses opérateurs et de la région. Donc une stratégie commune, et qui a été élaborée collectivement avec, voilà, les partenaires et les acteurs du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Et je laisse la suite à Joseph, qui va vous expliquer tout ça plus en détail. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Olivier, et j'espère que le côté quiz vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça chouette de changer un petit peu de format. Donc, merci encore, Olivier. Joseph Sabra, qui est également chargé de mission biodiversité au sein de la direction de l'environnement de la région Nouvelle-Aquitaine, va poursuivre cette mise en contexte avec la présentation de la stratégie régionale pour la biodiversité. C'est à toi, Joseph. Merci Julia. Est-ce que vous voyez bien mon écran pour commencer? Oui, c'est bon. On a un bon partage. Très bien. Bon, en tout cas, merci Olivier pour cette transition. Et effectivement, mon objectif dans le cadre de ce webinaire, ça va être de vous montrer que cette stratégie régionale, c'est pas qu'un calport technocratique, et qu'au contraire, c'est à la fois le cadre, pour inscrire vos projets de territoire et vos projets de stratégie territoriale pour la biodiversité, mais qu'elle est aussi porteuse d'enjeux à notre échelle sur justement la constitution un peu de ce cadre stratégique territorial. Donc, rapidement, je vais m'attarder légèrement sur la construction de cette stratégie, son contenu, les modalités de sa mise en œuvre, avant de rentrer peut-être un peu plus en détail sur l'articulation justement des différents échelons.
puis sur vraiment la fiche action qui nous concerne sur les stratégies locales et les projets portés par les territoires communaux et intercommunaux. Ce qui me permettra de faire le lien ensuite avec la présentation de Baptiste sur les modalités d'accompagnement que peuvent fournir les collègues de l'ARB. Donc Olivier l'a un peu évoqué, hein, la stratégie régionale pour la biodiversité, c'est vraiment notre feuille de route au niveau régional entre l'État au travers de l'ADRIAL, de ses opérateurs, agences de l'eau et OFB, et du Conseil régional pour préserver et reconquérir la biodiversité à l'échelle régionale. Donc c'est SRB, hein, c'est une obligation légale depuis 2016 et la loi pour la conquête de la biodiversité. Donc c'est confié aux régions de les élaborer, et à ce jour, il me semble qu'à peu près toutes les régions sont couvertes ou alors sont en phase d'élaboration de leur stratégie. Et nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a commencé le travail à partir de 2019, où on s'est attelé à poser en même temps que le rapport Ecobios, hein, une phase de diagnostic, en fait, pour avoir un état des lieux de la biodiversité et un diagnostic qui soit partagé et consensuel, et duquel, avec l'ensemble des acteurs du territoire, on a pu dégager un plan d'action qui se voulait résolument opérationnel pour répondre justement aux enjeux et aux menaces qui pèsent sur la biodiversité. Donc ce plan d'action, il a fait l'objet d'une élaboration concertée et il a abouti fin 2022 avec une adoption par les élus régionaux en novembre, suivie d'une approbation par le comité régional biodiversité et le préfet. Et depuis le lancement officiel auquel vous avez peut-être participé en mars 2023, on est vraiment dans la phase de mise en œuvre de cette stratégie. Donc très concrètement, comme on l'a dit, il y a un pilotage État-région, mais au quotidien, la cheville ouvrière qui met un peu en œuvre cette stratégie, c'est l'ARB, hein, qui interviendra par la suite, qui anime et qui coordonne justement tous les acteurs qui sont mobilisés dans cette stratégie. Donc, pour nous attarder un peu plus sur son contenu, pour répondre aux enjeux qui vous ont été présentés en introduction, la SRB elle a identifié 5 grandes orientations pour justement pouvoir agir. Donc, il s'agit d'une meilleure connaissance et une protection renforcée de la biodiversité, de faire des territoires engagés qui mobilisent les solutions fondées sur la nature pour leur aménagement, et c'est ce point aujourd'hui qui va nous intéresser tout particulièrement, mais également de faire de la biodiversité une condition et un atout pour le développement économique, de parvenir à une société qui soit reconnectée à la nature, formée aux enjeux biodiversité et mobilisée pour agir. Et enfin, une orientation qui concerne surtout les pouvoirs publics, mais c'est de faire de la biodiversité le cœur de nos politiques publiques et qu'elle soit ambitieuse, cohérente et efficace. Et on l'a vu, hein, la biodiversité, c'est une compétence transversale polymorphe qu'on retrouve partout. Donc, ces orientations, elles ont été déclinées en 20 objectifs et 49 fiches actions. Donc, que vous voyez affichées à l'écran. Je vous rassure, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. De toute façon, vous pourrez retrouver l'ensemble des documents tant de diagnostic que le plan d'action détaillé sur le site SRBDD qu'on vous communiquera. On va s'attarder en fait sur notre orientation liée au territoire et plus spécifiquement sur notre fiche action justement qui concerne les stratégies locales pour la biodiversité. Mais avant ça, je voulais peut-être juste revenir rapidement sur justement l'objet d'une stratégie et comment elle se coordonne avec le reste. Donc, je ne l'ai pas dit en introduction, mais elle sert bien, ça reste un document stratégique, elle n'a pas de caractère opposable, elle n'est pas obligatoire, c'est le cadre commun de notre action. Pour autant, elle a été pensée pour s'articuler avec les autres dispositifs régionaux, donc certains documents à caractère réglementaire et qui sont opposables, comme le SRDE2I ou le SRADET. Et après, elle a été aussi conçue pour s'articuler avec d'autres démarches de préservation de la biodiversité au niveau national, comme la stratégie nationale biodiversité que vous voyez en haut à gauche. Ce qui nous amène à ce schéma qui illustre un peu justement l'emboîtement de ces différentes strates. Et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est aussi de montrer que ces stratégies, ce ne sont pas simplement des objets qui évoluent dans leur coin autonome, mais qu'on essaie de les penser, et on espère que vos projets s'inscriront là-dedans aussi, comme un tout, et qu'en fait, chacun contribue à son échelle justement à cette question et à cette crise de la biodiversité. Donc, dans l'élaboration de notre stratégie régionale, nous, on s'est appuyé aussi sur les travaux de la stratégie nationale qui est portée par l'État français et qui porte un certain nombre d'engagements de l'État, mais qui a des actions qui devront être territorialisées, des actions qui devront être menées au plus près des territoires, et c'est ce qu'on a essayé de prendre en compte. Et inversement, on espère que les stratégies que vous porterez demain dans vos communes ou intercommunalités s'inscriront dans notre cadre méthodologique les enjeux et objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, il ne s'agit pas de porter la responsabilité de l'État français à l'échelon local, mais plutôt vraiment de se dire que chacun à son niveau, on peut agir en faveur de la biodiversité et que en pensant local, on peut avoir une répercussion aussi bien plus globale.
Donc voilà pour cet emboîtement des échelles. Je vais pouvoir maintenant rentrer peut-être plus en détail sur justement la partie qui nous intéresse et qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est justement l'élaboration de ces fameuses stratégies locales biodiversité et les autres projets de reconquête de la biodiversité au niveau local. Donc, dans la SRB, dans notre orientation dédiée au territoire, on a une fiche, la B17, de son petit nom, qui consiste à accompagner techniquement et financièrement les collectivités territoriales dans l'élaboration de leur stratégie locale biodiversité, avec un objectif qu'on a quantifié, qu'on a chiffré, de construire 50 projets de territoires intercommunaux pour la reconquête de la biodiversité. L'idée derrière ça, c'est de se dire que les collectivités infradépartementales, elles apparaissent comme l'échelon le plus approprié pour apporter des réponses concrètes, très opérationnelles à cette crise de la biodiversité et assurer un lien avec les citoyens qui, pour nous, est parfois un peu compliqué à l'échelon régional à avoir. Donc ces projets de territoires d'aires communaux, ils vont pouvoir être abordés au travers de 4 axes. Il s'agit d'abord de les identifier. Et ça, c'est peut-être aussi un rôle qu'on peut avoir, nous, structures régionales ou nos partenaires comme l'ARB, c'est de vous fournir les outils, les méthodologies pour identifier les enjeux de votre territoire, même si le plus souvent, ils sont déjà bien connus, et qu'inversement, vous puissiez nous les partager pour que nous, dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie régionale, on les ait bien en tête. Et ensuite, sur cette base-là, il s'agit de construire des stratégies communales et intercommunales et les décliner en programmes d'action opérationnelle. Parce que comme on l'a évoqué, l'idée, c'est de bien avoir des actions concrètes qui puissent se dégager, que ce ne soit pas que des coquilles vides, ces stratégies. Et enfin, il s'agit de reconnaître et de valoriser les plans d'action en faveur de la biodiversité qui sont portés par des collectivités locales, parce que comme on le verra par les interventions ou par d'autres plans d'action portés, il y a certaines collectivités qui sont engagées depuis longue date, qui font déjà beaucoup et qui n'ont pas forcément attendu ce webinaire pour s'engager. Donc on a un objectif derrière, c'est vraiment d'avoir ce développement de projets communaux et intercommunaux de reconquête de la biodiversité. Et nous, au niveau de la stratégie, comment dire, notre rôle, c'est de vous accompagner là-dessus, donc vous accompagner à la fois techniquement et financièrement. Donc pour le volet technique, c'est justement ce que pourra vous présenter mon collègue de l'ARB par la suite et les différentes modalités d'accompagnement qui ont pu être pensées. Et pour le niveau financier, alors là, c'est vrai que c'est plutôt nous les financeurs côté région et avec l'État, et on est porteur d'un appel à projet dont ont bénéficié les territoires qui témoigneront par la suite, et on espère pouvoir le reconduire en 2025 justement voilà, pour pouvoir financer ces projets de stratégie locale biodiversité. Donc voilà pour cette petite présentation. Sans plus attendre, je passe la main à mon collègue Baptiste qui pourra détailler justement ces modalités d'accompagnement technique de l'ARB. Oui, merci Joseph. Baptiste Reynery, responsable du pôle accompagnement au sein de l'Agence régionale pour la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine, va conclure ce temps de cadrage en vous proposant quelques ressources pour accompagner les projets de territoire en faveur de la biodiversité. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? OK. Oui, c'est bon, Baptiste. Oui, merci de votre invitation. Effectivement, cette petite présentation est centrée sur les ressources pour accompagner les projets de territoire en faveur de la biodiversité. Avant ça, quelques mots quand même sur l'agence, hein. Je ne sais pas si tout le monde nous connaît. Agence régionale de la biodiversité, Nouvelle-Aquitaine, nous sommes un établissement public. Nous intervenons aux côtés de l'État et de la région sur des missions d'animation, de portée à connaissance, d'accompagnement des acteurs, à la fois sur la thématique de l'eau et de la biodiversité. On est composé d'à peu près 25 agents répartis sur Poitiers et Bordeaux. Et pour ma part, je suis responsable du pôle accompagnement, qui inclut notamment la mission d'accompagnement des collectivités. Alors, je vais d'abord vous présenter quelques-uns de nos outils qui, je pense, peuvent vous être utiles au quotidien, notamment dans des démarches de pré-diagnostic des enjeux sur la biodiversité ainsi que sur l'eau, avant même peut-être de s'engager dans des évaluations environnementales ou des expertises plus lourdes. Un premier outil, c'est le géoportail de l'ARBNA. Donc, c'est un outil d'accès cartographique qui est à la fois multithématique et multiproducteur. Aujourd'hui, il propose plus d'une centaine de couches. C'est un outil qui est très facile d'utilisation. Nous avons un visualiseur. Vous y sélectionnez les couches qui vous intéressent. Ça va concerner l'occupation des sols, ça va concerner
des thématiques faune, flore, ça peut même concerner des risques environnementaux, etc., etc. Euh, donc voilà, je vous invite à utiliser cet outil du géoportail qui présente aussi un avantage majeur, c'est que cet outil eh bien, s'appuie sur les principales bases de données sur la biodiversité et l'eau au niveau national et au niveau régional. Et on a pris soin à l'agence eh bien, de réaliser les connexions hein, avec les logiciels, avec les bases de données, de telle sorte que vous avez des mises à jour, j'allais dire, en temps réel au sein de cet outil. Ça, c'est un premier outil qui effectivement est un outil qui présente de la donnée géospatialisée. Vous avez un autre outil qu'on appelle les fiches d'information intercommunales. Là, il vous suffit de saisir le nom de votre commune ou de votre intercommunalité et vous avez une synthèse d'informations environnementales qui vous est présentée selon, vous voyez les rubriques ici décrites, présentation générale, contexte territorial, les milieux et habitats naturels, les continuités écologiques. Et puis également un certain nombre d'informations sur les zonages environnementaux qu'il pourrait y avoir, les données faune, flore, ainsi que sur les champignons. Là aussi, en fait, cet outil vous apporte un premier bon aperçu hein, des richesses de votre territoire et également des enjeux biodiversité. Alors, le propre de la biodiversité, c'est qu'elle est répartie de façon non homogène hein, à la surface de la Terre. Donc effectivement, dans chacun de vos territoires, eh bien, vous allez avoir des enjeux spécifiques. Et donc, ce type d'outil peut vous permettre de les identifier et peut-être avant d'aller plus loin pour réaliser des études spécifiques, des analyses plus pointues d'analyse de sensibilité écologique, etc. Quelques autres de nos outils, le répertoire d'expériences régionales. C'est un recueil en fait de retours d'expérience qui présente l'avantage eh bien, de pouvoir inspirer hein, des projets en faveur de la biodiversité. Actuellement, nous avons environ 200 retours d'expérience, dont une moitié qui sont alimentés par le réseau technicien médiateur de rivières en Nouvelle-Aquitaine. Donc beaucoup de projets qui concernent en fait les actions notamment de gestion, de restauration de cours d'eau, mais également un grand nombre d'autres projets présentés. Vous avez ici un exemple sur un atlas pour référencer les poissons à l'échelle d'un département, mais vous avez aussi des retours d'expérience sur des réalisations d'atlas des biodiversités communales, sur différentes formes d'engagement. Et donc, vous avez aussi là les contacts des porteurs de projets. N'hésitez pas à vous saisir de cet outil. Moi, j'ai en tête sur la question des haies, par exemple, euh, qui est un sujet très, très important. On a parlé de services écologiques tout à l'heure. On voit que certain nombre de territoires ont été marqués par des remembrements et on a, au fil de l'eau, eh bien, pris connaissance, conscience de tous les intérêts de la haie. Et bien, par exemple, vous trouverez des fiches retour d'expérience, pas seulement sur des opérations de plantation, mais aussi, par exemple, de zonage dans des documents d'urbanisme. Il existe des outils dont les collectivités n'ont pas toujours connaissance et nous avons, par exemple, des petites communes qui nous ont fait partager leur retour d'expérience en la matière, notamment sur les emplacements réservés, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller farfouiller, je dirais, dans ce répertoire qui est très riche avec un petit moteur de recherche qui vous permet de choisir soit des thématiques, soit des territoires. Un autre outil également qu'on appelle Ma Commune, qui est très proche des fiches intercommunales que j'ai présentées juste avant. Simplement, vous êtes là à l'échelle de la commune, vous saisissez le nom de votre commune et là aussi, vous avez des informations de synthèse fort utiles. Et puis, vous avez aussi un annuaire des acteurs ressources, des fiches indicateurs, des outils plus spécifiques dans le domaine de l'eau. Voilà un petit peu pour l'aperçu que je voulais vous partager en ce qui concerne les outils à disposition et à destination des collectivités. Notre accompagnement des collectivités sur le sujet de la biodiversité, il s'appuie sur ces outils, mais bien sûr, il y a toute une ingénierie d'accompagnement également qui est proposée par l'agence. Alors derrière ingénierie d'accompagnement, on entend eh bien l'aide aux acteurs régionaux à agir en faveur de la biodiversité dans une démarche de progrès, c'est-à-dire qu'on va aider les acteurs là où ils sont, hein, à passer à l'action ou bien à renforcer leurs actions en faveur de la biodiversité. Et pour ça, on utilise plusieurs moyens d'action, l'animation de réseaux d'acteurs, la production et la mise à disposition de ressources. Donc, par exemple, on va produire des documents qu'on appelle des documents de préconisation, par exemple. Le développement de compétences. Là, c'est lorsque nous animons
des ateliers de travail, des webinaires thématiques, ou plus récemment des journées de développement des compétences. La semaine dernière, à Limoges, nous avons animé une journée sur le thème de la sobriété foncière et l'évitement des impacts, hein, dans la séquence éviter, réduire, compenser. Cette journée était à destination des élus locaux. Donc ça fait partie en fait des journées de montée en compétences qu'on peut proposer. Et puis, bien sûr, une ingénierie financière auprès des porteurs de projets, soit de façon directe ou par le biais de structures avec lesquelles nous travaillons. Euh, là, en fait, il s'agit vraiment d'aider les collectivités à identifier des enjeux, à structurer des projets en faveur de la biodiversité, à déposer des dossiers de candidature, hein, par exemple, auprès de la région, auprès de l'OFB, à suivre également la mise en œuvre de plans d'action. Nous avons, en matière d'ingénierie d'accompagnement, deux principaux leviers sur lesquels nous appuyons. Les stratégies locales pour la biodiversité qui sont en cours de déploiement. Donc c'est vrai on est au tout début de cette mission. Je vous dirais que comme on est au début de cette mission, on est à la fois à l'écoute observateurs et à l'écoute des initiatives qui peuvent être menées dans d'autres territoires. Donc c'est avec un grand intérêt qu'on écoutera les retours d'expérience qui seront faits juste après mon intervention. Et en même temps, on souhaite vraiment pouvoir soutenir, appuyer de futures initiatives. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons pu recruter une chargée de mission, Émilie Perrier, qui est inscrite à ce webinaire et qui est arrivé au mois de novembre et avec qui nous sommes en train de structurer une démarche d'accompagnement sur les stratégies locales pour la biodiversité. Je peux quand même vous en dire deux mots, c'est-à-dire qu'on s'oriente vers deux formules, je dirais une formule au fil de l'eau, hein, c'est-à-dire que dès à présent, les collectivités peuvent nous solliciter de façon à ce qu'on réponde à euh, on répond à leurs sollicitations, à leurs besoins, qu'on les aide en fait à structurer des stratégies locales. Peut-être si celles-ci sont déjà engagées, on peut intervenir à certaines étapes bien précises. Donc ça, je dirais, c'est une première formule d'accompagnement. Et puis une deuxième qui, elle, sera en fait une formule où je dirais on va avoir un accompagnement plus poussé, avec un début et une fin. Et donc ça, c'est le projet d'un appel à manifestation d'intérêt que nous allons très certainement donc ouvrir au mois d'avril pour une durée de 3 mois. Donc vous serez tenus informés dans les prochaines semaines. Donc on est en train de travailler notamment autour de cette deuxième formule d'accompagnement, où l'objectif c'est à la fois d'accompagner des collectivités, donc des collectivités pilotes, et puis également de développer une démarche méthodologique qui pourrait être réutilisable, transposable par la suite dans d'autres territoires. Et puis, nous avons un dispositif qui s'appelle Territoire engagé pour la nature, que nous animons au niveau régional et qui, lui, en fait, est en vigueur depuis 2022. Et là aussi, vous pouvez d'ores et déjà, en fait, candidater à Territoire engagé pour la nature. Alors, vous trouverez davantage d'informations sur notre site internet. Je ne vais pas m'étendre pour respecter le temps. Simplement, pourquoi s'engager d'antenne? Alors, Territoire engagé pour la nature, il y a plusieurs intérêts. S'il fallait en retenir un, je vous dirais, ça permet de rejoindre un réseau de collectivités engagées. Voilà. Et ça, on sait combien ça peut être précieux. Et l'agence, eh bien, réalise cette mise en réseau, cette animation de réseau, cette montée en compétences collectives. Vous avez ici des photos qui vous montrent des rencontres sur site. Hein, on organise une rencontre annuelle. La photo du haut vous montre une visite d'une pelouse sèche à Soyaux, juste à côté d'Angoulême, une sortie animée par le Conservatoire botanique sud-atlantique. Et puis juste en dessous, un extrait de notre dernière rencontre à Lathu-Saint-Rémy dans le sud de la Vienne, sur une journée orientée sur le thème des haies. Et donc nous avons eu l'occasion de travailler en groupe de travail, faire émerger un certain nombre de pistes d'action, de leviers aussi qui existent, des labels, etc. Il y a beaucoup de choses en fait sur la thématique des... Voilà un petit peu pour les quelques extraits que je peux vous apporter. Puis je vous invite à consulter notre site ARBNA et éventuellement revenir vers moi après cette intervention. Je serais ravi d'étudier avec vous et avec mes collègues au sein de l'agence dans quelle mesure est-ce qu'on peut vous aider à peut-être soit porter de nouveaux projets ou muscler des projets existants, hein, en faveur de la biodiversité.
Merci beaucoup, Baptiste. Merci pour toutes ces infos. Merci également à Joseph et Olivier. On va passer à la partie témoignage maintenant et on va démarrer avec la communauté de communes Haut Limousin en Marche qui est aujourd'hui représentée par deux personnes. On a Monsieur Christian Jacquier qui est vice-président de l'intercommunalité en charge du tourisme et de la biodiversité et Doriane Comte qui est chargée de mission développement durable. Donc, on va passer à ce moment de témoignage. Ils vont nous faire une présentation d'une quinzaine de minutes sur l'expérience qu'ils mènent sur leur territoire depuis une bonne année maintenant. On vous invite donc à poser vos questions, à faire part de vos réactions dans le chat. Et comme je vous le disais en introduction, c'est Pauline qui pourra leur poser les questions à l'issue de cette présentation. Pour commencer, je vais m'adresser donc à Monsieur le vice-président de la communauté de communes au Limousin en Marche, Monsieur Jacquier. Est-ce que, pour démarrer, vous voulez bien nous donner quelques éléments de contexte de votre territoire pour planter un petit peu le décor et qu'on puisse se transposer sur... Oui, Julia. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, notre territoire, pour le situer géographiquement, on se trouve entre Limoges et Poitiers. C'est un territoire très, très rural, peu peuplé. On est à peu près à 18 habitants au kilomètre carré. On a 40 communes et 23 000 habitants. Je dirais avec des fragilités démographiques, une baisse de la démographie qui mobilise un petit peu les acteurs, beaucoup les acteurs politiques. Sur le plan économique, on a une économie évidemment qui est très tournée vers l'agriculture, avec quelques petites unités industrielles de petite taille, et une agriculture qui est surtout tournée vers l'élevage extensif. Alors, on a bâti un projet de territoire qui, je dirais, ce projet de territoire comporte deux projections dans le monde, une qui est tournée, je dirais, vers la nature, dont la biodiversité évidemment est un élément essentiel, et une autre qui est tournée sur les pépites industrielles, le renforcement de ces pépites et le soutien à ces pépites industrielles qui sont sur le territoire. Les enjeux, pour vous répondre à votre question, on a évidemment une baisse de la démographie qui entraîne à long terme, je dirais, une augmentation des coûts des services, et l'ambition politique qu'il y a derrière, c'est de lutter contre cette baisse de la démographie et devenir un territoire plus attractif. Et on a considéré que la biodiversité pouvait être un facteur d'attractivité du territoire. Donc, Ok, donc la biodiversité pour la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche, c'est comme vous le dites, un facteur d'attractivité. C'est aussi en lien avec la stratégie tourisme de votre territoire, donc quand même un territoire qui est plutôt préservé par le fait qu'il est quand même peu artificialisé. Est-ce que c'était facile d'aller démarrer ce travail sur la biodiversité? Comment le sujet il s'est imposé au sein de l'intercommunalité, ce sujet de la biodiversité? alors effectivement, comment est arrivé le sujet de la biodiversité sur le territoire? On a voulu bâtir un projet de territoire pour avoir une vision et répondre, je dirais, aux ambitions politiques que l'on avait. Pour arriver à définir ce projet de territoire, nous avons organisé des tables rondes avec des acteurs économiques, socioprofessionnels, des citoyens de la communauté de communes. On l'a organisé ça en plusieurs tables rondes, et je dirais que le projet biodiversité est arrivé, sans jeu de mots, naturellement, comme projet essentiel du territoire. Donc évidemment, on a vu que déjà, on a constaté au cours de cette table ronde qu'il y avait quand même, je dirais, les élus étaient assez sensibles à ce projet de la biodiversité. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser dans une première démarche, on s'est aperçu que les élus avaient bien sûr été sensibilisés parfois par l'administré sur les problématiques de la biodiversité, et sentaient bien, de façon plus ou moins importante, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose sur la partie biodiversité, qu'on ne pouvait plus, je dirais, continuer comme on l'avait toujours vécu, en épuisant les ressources ou en consommant les ressources naturelles sans précaution.
Donc, et il y avait également une volonté un peu de changer de paradigme en disant finalement face aux contraintes techniques et normatives qui vont s'imposer de plus en plus à nous sur le territoire, il fallait essayer au contraire de faire de la biodiversité non pas une faiblesse mais une force et s'en servir comme un facteur d'attractivité. Donc, Ah, finalement, pardon. oui, allez-y. Allez-y, pardon, excusez-moi, je pensais que vous aviez fini. Je vous laisse terminer, Non, Monsieur non, c'est bon, Choquet. allez-y, allez-y. C'est bon. Donc, là, vous nous posez vraiment le décor de ce travail. Vous avez posé aussi le décor de votre territoire et des ambitions politiques pour la communauté de communes au Limousin en marche. Il y a donc un véritable lien entre la démarche biodiversité, le travail de stratégie locale pour la biodiversité que vous menez et le projet de territoire dans son approche globale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces liens entre la biodiversité et le projet global de territoire, ce que ça apporte, le rôle de l'interco là-dedans, comment vous arrivez à mobiliser les acteurs sur l'ensemble de ce projet de territoire et plus spécifiquement sur la stratégie locale pour la biodiversité? Alors, si vous voulez, pour nous, la biodiversité, non seulement elle contribue au projet global, mais elle s'intègre complètement dans le projet global. Euh, on estime que la biodiversité doit toucher tous les aspects de la vie de la communauté de communes, que ce soit les activités économiques et même la société civile. Bien sûr qu'il faut trouver un équilibre entre développement économique et attractivité, avec une volonté même non seulement de préserver, mais de renforcer la biodiversité. Mais nous estimons aujourd'hui que cette biodiversité doit s'intégrer dans toutes les strates de fonctionnement du territoire. Pour arriver à cet objectif, on a vite compris qu'il fallait absolument fédérer les acteurs autour du projet de la biodiversité, que ça ne pouvait pas être simplement une volonté de la communauté de communes, mais il fallait que les citoyens et les socioprofessionnels contribuent à ce projet. On s'est d'abord attaché à commune par commune, à aller voir chaque commune pour voir un petit peu. On s'est aperçu qu'en allant voir chaque commune pour parler de la biodiversité, toutes les communes étaient déjà sensibles à cette thématique de la biodiversité et beaucoup avaient déjà lancé des initiatives, alors parfois des initiatives très simples, parfois plus complexes, mais avaient lancé des initiatives pour travailler sur la biodiversité. Et donc, on a demandé à chaque commune de nous désigner un référent biodiversité pour pouvoir travailler avec eux sur ce sujet-là et surtout fédérer les initiatives qui pouvaient être menées par les communes. Si une commune, par exemple, travaille sur un projet de végétalisation de cours d'école, elle va présenter ce projet et va fédérer d'autres communes qui seront aussi intéressées par ce projet de végétalisation de cours d'école. On a également travaillé, on travaille actuellement, on essaie de construire, vous avez vu que notre territoire est un territoire extrêmement rural, moins de 10% de la surface du territoire est urbanisée, donc on essaye évidemment, on travaille aussi avec les agriculteurs pour essayer d'avoir une vision commune et pour essayer de s'engager dans une démarche qui soit cohérente et à laquelle on va tous adhérer. Sur un territoire comme le nôtre, on ne peut pas évidemment se passer des agriculteurs et il n'en est pas question. Donc là, on est en train de mener avec eux un travail de co-construction sur lequel nous basons beaucoup d'espoir. Enfin, il y a aussi un travail qui est mené auprès des habitants, qui n'est pas encore mené, mais qui va l'être. Ça fait 1 an qu'on a démarré. Il y a un travail qui est mené également auprès de la société civile, des habitants et surtout des plus jeunes, avec des actions de sensibilisation qui sont menées auprès des écoles. Et nous avons des réflexions actuellement pour essayer d'impliquer la population sur un forum de la biodiversité qui serait annuel ou biannuel sur le territoire. Voilà à peu près dans les démarches dans lesquelles nous en sommes aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Quand on a préparé le webinaire, moi j'avais été marquée vraiment par ce rôle de fédérateur que c'est
octroyé l'Interco pour aller travailler autour de la biodiversité et vraiment impliquer le plus d'acteurs possible et d'avoir ce travail de fond avec les communes qui est un gage de réussite. Et on voit comment ça porte aussi l'ensemble du projet de territoire. Et c'est pour ça qu'on vous avait demandé de venir témoigner aujourd'hui, parce que ce mode de travail nous avait paru particulièrement intéressant. Donc, on a vu la volonté politique, Monsieur Jacquet, le travail que vous effectuez avec les communes et avec les élus. Je vais me permettre d'interpeller Oriane Comte, qui est la chargée de mission développement durable, pour qu'elle puisse compléter avec le point de vue de la technicienne. Oriane, est-ce que vous pouvez nous décrire la démarche concrètement, le travail qui a été mis en place par l'Interco et comment vous avez travaillé tout ça euh, sur la commande des élus? Bien sûr. Alors, on part déjà du projet de territoire, comme l'a dit Monsieur Jacquet. On a un des axes, c'est la préservation de la biodiversité. Pour y répondre, on se lance du coup dans l'appel à projet, on répond à l'appel à projet Nature et Transition de la région Nouvelle-Aquitaine. Et grâce à cet appel à projet, ça nous permet donc de partir sur la construction, sur l'étude de la stratégie biodiversité de notre territoire. Et donc pour cela, nous avons choisi de faire appel en fait à 2 bureaux d'études pour nous accompagner tout au long de cette stratégie qui va durer qui a commencé en janvier 2024 et qui dure 1 an et demi. Ces 2 bureaux d'études, il y en a un en fait qui s'occupe de la partie plus animation, construction de la stratégie et du plan d'action. Et l'autre bureau d'études, c'est sur la réalisation du diagnostic écologique de notre territoire. Avec le recul, donc là, ça fait déjà 1 an qu'on est sur cette stratégie. On aurait aussi peut-être aimé faire appel en fait aux acteurs associatifs de notre territoire, par exemple la LPO, le GMHL, pour avoir peut-être de nouvelles données écologiques pour combler en fait un petit peu les cartographies que l'on a eues. Bon. Au niveau des étapes, pour faire un petit peu simple, de janvier à mai, notre premier bureau d'études a donc construit le diagnostic écologique du territoire et a réalisé des cartographies. À partir de mai jusqu'à novembre, c'est l'autre bureau d'études qui donc s'est occupé de tout ce qui est animation. On a fait des groupes de travail pour essayer de construire ensemble la stratégie. Et la dernière phase, c'est à partir de novembre 2024 jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à mai, on est en phase de construction du plan d'action. Bon, voilà. On s'est rendu compte tout au long de cette année qu'on avait une forte mobilisation des élus. Ils étaient très intéressés par le sujet. Ils sont très présents au groupe de travail. Donc c'est vrai on s'est rendu compte qu'on répondait vraiment à un besoin. Et l'objectif donc de cette stratégie, c'est ensuite de pouvoir inscrire en fait, de prendre en compte la biodiversité dans les documents d'urbanisme. Voilà. Merci Oriane. Ça doit être confortable pour une technicienne aussi d'avoir des élus super impliqués qui viennent donner le tempo sur sur ce type. Et c'est intéressant aussi ce que vous nous dites parce que ça recoupe vraiment avec l'aspect fédérateur que portait Monsieur Jacquier. Alors, pour terminer, Oriane, et puis peut-être Monsieur Jacquier voudra venir compléter. On n'a pas de questions pour l'instant dans le chat, sauf enfin, voilà, si elle se manifeste maintenant. Donc, vous avez le temps de nous expliquer un petit peu les premières actions que vous pouvez nous partager, qui sont issues de ce travail sur.
Alors voilà, on est en pleine phase de construction du plan d'action, mais en fait, comme l'a dit Monsieur Jacquet, on avait déjà un groupe très dynamique sur le sujet et on a déjà commencé en fait à mettre en place des actions. On n'a pas attendu la fin de l'étude. Et donc, les premières actions, ça va être quoi? Par exemple, la végétalisation des cours d'école, tout ce qui est végétalisation. Donc, des cours d'école, des cimetières, des centres-bourgs. On travaille avec le CAUE, avec d'autres partenaires sur différentes communes. L'objectif, c'est de le diffuser sur l'ensemble des communes de notre territoire. On a aussi une action sur la gestion forestière, plus située sur les monts de Blon, qui est un site protégé, pour essayer d'avoir en fait des échanges avec tout ce qui est exploitant forestier, pour essayer de construire un peu une gestion un peu durable des forêts. Donc, on a des groupes de travail sur cette thématique. On va aussi avoir en fait des actions sur les haies, parce qu'on a un territoire qui est très bocagé. Donc, l'objectif, c'est aussi de préserver en fait notre bocage et les haies qui sont très, très importantes. Donc là, on a déjà entamé aussi des actions avec des associations et qui sont aussi en lien avec des agriculteurs pour planter en fait ces haies. Nous, en tant que communauté de communes, on va aussi se rapprocher des écoles pour essayer de mettre en place des petits ateliers, des petites actions. Une des actions aussi importantes, c'est qu'on est en lien aussi avec les associations, comme je vous le disais au début, par exemple la LPO, le GMHL, pour essayer de construire dans l'avenir à essayer d'avoir un diagnostic qui va être renouvelé, qui va être vivant et que l'on va pouvoir mettre à jour. Donc, le bureau d'études, en fait, c'est juste pour cette année, alors que les acteurs associatifs de notre territoire, eux, ils sont là d'ici 5-10 ans et encore après. Et donc, l'objectif, ça sera de mettre à jour, en fait, ce diagnostic du territoire avec de nouvelles données, etc. Donc, ça va être très intéressant aussi. Et je pourrais juste compléter en prenant l'exemple des cimetières, végétalisation des cimetières, qui intéressent en général toutes les communes, parce qu'effectivement, on est confronté à une difficulté. Sur les cimetières non végétalisés, ce sont des difficultés d'entretien. Depuis la disparition des glyphosates, les coûts d'entretien des cimetières deviennent élevés, puisque effectivement, c'est du travail de plus en plus manuel. Et la végétalisation, qui permet d'une part de préserver la biodiversité en mettant des végétaux qui soient bien appropriés à l'usage qui en est fait, est un sujet qui intéresse beaucoup les communes. Et là, effectivement, sur cette thématique-là, qui semblait au départ, la végétalisation des cimetières, qui semblait un sujet presque un petit peu à part, finalement a eu beaucoup d'écho, a rencontré un succès assez franc. Et donc là, maintenant, si vous voulez, il y a eu une petite étude qui a été faite, et à partir de cette étude, des végétaux vont être testés, et on va voir un petit peu, en fonction des communes, ce qu'elles ont mis, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, c'est un projet très concret. Je pense qu'aussi, le moyen d'aborder la biodiversité et de la faire progresser, c'est à travers des exemples qui soient extrêmement concrets. Ce qu'attendent les élus et les administrés. Oui, tout à fait. On a vu que c'était vraiment le parti pris sur votre interco et merci d'en avoir fait part aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Alors, on a une seule question. Les participantes et les participants étaient plutôt timides aujourd'hui pour savoir si vous aviez candidaté au label Territoire engagé pour la nature dont parlait Baptiste tout à l'heure dans le temps de cadrage. Encore. Vous voulez répondre ? Alors, pas encore, en effet. On regardera bien sûr ce label et pourquoi pas, en fait, ça peut faire partie d'une des actions. On se ferme pas du tout, en fait. Là, j'ai cité que certaines actions, mais l'objectif, c'est d'avoir vraiment d'élargir ça. Donc, oui, pourquoi pas. Je précise que c'est pas l'ARB qui a posé la question. Et on va poursuivre les témoignages et partir en Charente, rejoindre la communauté d'agglomération du Grand Cognac qui est aujourd'hui représentée par 3 personnes. Merci vraiment beaucoup à toutes les 3 d'être là et de vous être mobilisées pour venir faire part de votre expérience sur la stratégie locale de biodiversité. Donc, nous avons Madame Pascale Bell qui est au centre de l'image, qui est vice-présidente en charge du développement durable, de la mobilité, des déchets
du plan alimentaire territorial et de la démocratie participative. Je vous laisserai me corriger si j'ai commis une erreur dans l'intitulé. On a également Madame Laetitia Four qui est sur la droite de l'image et qui est directrice du développement durable au sein de l'AGLO. Et enfin, Madame Aude Mathieu, moi sur mon écran, est à gauche, qui est chargée de mission biodiversité. On invite toujours les participantes et les participants à pouvoir faire part de leurs questions dans le chat pour que Pauline puisse les reprendre ensuite. Madame Bell, je vais procéder avec vous un petit peu comme j'ai demandé à Monsieur Jacquier tout à l'heure, de nous planter un peu le décor de votre territoire et de nous faire une petite mise en contexte pour qu'on puisse se transporter chez vous et comprendre un petit peu les dynamiques qui sont en œuvre sur le Grand Cognac. Alors, le Grand Cognac, déjà, on a la chance d'avoir notre appellation qui est un produit qui est très connu à travers le monde entier. Grand Cognac, c'est une communauté d'agglomération qui a été créée en 2017 en fusionnant 4 communautés de communes. Ça représente environ 70 000 habitants et 54 communes, avec une dominante très rurale, puisqu'on a 3 pôles de centralité que sont les villes de Cognac qui représentent 18 000 habitants, et Jarnac et Châteauneuf, qui sont des communes autour de 3 500, 4 000 habitants. Bien sûr, notre territoire est porté par le produit cognac, avec une dynamique économique qui était, parce qu'aujourd'hui, avec la crise économique, c'est un petit peu moins vrai, mais qui est quand même très, très porteuse, puisque toute l'économie locale vit autour du produit, avec tout ce que ça comporte. Il y a non seulement la viticulture, mais après, il y a tous les métiers de mise en bouteille, d'embouteillage. Enfin, voilà, c'est vraiment une mini Spirit Valley. Mais par contre, le problème, c'est que comme on est un peu mono-économie, on est quand même un petit peu fragile. On a une progression démographique qui est assez faible, même si on essaie d'avoir une dynamique et touristique et économique pour attirer du monde. Et on a par contre un patrimoine culturel et naturel qui est assez riche, puisqu'on a notre fleuve Charente qui est quand même remarquable et qui traverse notre territoire. Au niveau de la biodiversité, on a des espaces naturels remarquables. On a énormément de territoires qui sont classés Natura 2000. On a des espèces en jeu comme le vison d'Europe, auquel on peut ajouter aussi des continuités écologiques. Dans notre PLUI qui a été validé il y a peu de temps, on a fait attention à mettre des trames vertes, des trames bleues, protéger les zones humides. Au niveau de la perméabilité des sols, on fait attention aussi à limiter l'imperméabilisation des sols. Et on a une monoculture, c'est avec un monocépage pour la production du cognac, puisqu'il y a un seul cépage qui peut produire notre produit. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez, Madame Bell, nous dire comment a été initié le travail en faveur de la biodiversité et ce travail plus précisément d'aller sur l'élaboration d'une stratégie locale pour la biodiversité? Comment ça s'est passé de votre côté en tant qu'élu? Alors, en tant qu'élu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai une casquette avec pas mal de facettes, ce qui fait que ça m'a amené à mobiliser mes collègues élus pour une création d'une direction développement durable, ce qu'on a fait il y a à peu près 2 ans. Cette création de cette structure, de cette équipe développement durable nous a permis d'avancer sur le plan climat, air, énergie, territoire que nous avions voté sur le précédent mandat. Par contre, sur ce mandat-là, nous avons on fait un contrat d'objectif territorial où on a l'énergie et l'économie circulaire qui se sont ajoutés à toutes les autres thématiques. Et la biodiversité est un des objectifs à part entière du COT et un objectif primordial. Et du coup, on a eu envie de croiser les enjeux. On a aussi la chance d'avoir la présidence et l'animation de 2 sites Natura 2000 depuis 2022, puisque là, on vient de reconduire notre présidence.
Et on a une approche assez structurée autour des intentions et des outils, avec une réflexion assez globale sur la stratégie biodiversité qui a été lancée. Alors, quand on l'a lancée avec les équipes, bien sûr, on ne savait pas si on allait avoir une adhésion totale, et on a eu l'agréable surprise d'avoir une adhésion vraiment très, très forte. On a mis autour de la table des partenaires qui ne s'étaient jamais adressé la parole. On avait des associations environnementales qui étaient en face des agriculteurs et des viticulteurs, et Dieu sait si quelquefois la communication est compliquée. Et là, ça s'est vraiment très, très bien passé. On a fait donc des tables rondes sur plusieurs jours, et tout le monde a joué le jeu, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, ce qui fait que ça nous a permis de construire une stratégie biodiversité assez complète, et qui finalement maintenant emmène tout le monde, que ce soit les associations environnementales, que ce soit les associations professionnelles de la viticulture, de l'agriculture, que ce soit une dynamique pour replanter des haies, puisque nous, avec nos vignes, beaucoup de haies avaient disparu, et aujourd'hui, on replante des haies autour des parcelles de vignes. Et puis même les élus, tout à l'heure, le collègue parlait de la végétalisation des cimetières. Nous, nos élus aussi, comme ce sont des communes quand même assez rurales, alors on a des communes qui sont plus en avance que d'autres, mais globalement, il y a un effet moteur qui est assez intéressant. Oui, on voit hein, des similitudes, hein, même si vous êtes sur deux territoires totalement différents. C'était le choix, hein, c'était un parti pris dans le cadre de ce webinaire d'avoir une communauté de communes très rurale, et puis d'avoir une communauté d'agglomération en face pour pouvoir confronter les démarches. Ce qu'on peut noter, c'est que du côté du Haut-Limousin En Marche, on a une convergence des démarches sur le tourisme, l'agriculture, le projet de territoire, et vraiment ce lien avec attractivité pardon, du territoire. De votre côté, Grand Cognac, on a la volonté de croiser les enjeux et de lier la biodiversité au bien vivre ensemble. On voit qu'on est vraiment sur des choses qui se recroisent, et en plus, sur les deux collectivités, on a finalement une forte adhésion des acteurs, malgré des acteurs qui peuvent avoir des positionnements très différents. Je vais demander à Aude Mathieu si elle veut bien de compléter ce propos par rapport au travail qui est mené en interne vraiment sur la biodiversité. Si Aude, vous voulez bien venir nous dire quelques mots en Oui, tout à complément de fait. Madame Bell. Donc moi, je suis en poste depuis presque 3 ans sur l'animation de 2 sites Natura 2000. Il faut savoir qu'on a 5 sites Natura 2000 qui parcourent notre territoire. Euh, Assez rapidement, en fait, en discutant avec les acteurs locaux, les enjeux se sont dégagés et ne concernent pas que les sites Natura 2000. Et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal d'enjeux biodiversité euh, qui, euh, qui n'étaient pas couverts par les statuts de protection existants. Et donc, on avait besoin de faire un travail complémentaire pour pouvoir agir au mieux sur l'ensemble de la biodiversité du territoire. Oui, donc l'engagement dans cette démarche, il vient euh, du constat que ce que vous avez fait est nécessaire, mais pas forcément suffisant pour couvrir l'ensemble des champs. Pardon, Madame Bell, vous vouliez intervenir et peut-être ajouter quelque chose? Euh, En fait, sur la construction de notre stratégie, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on avait quand même des attentes et des besoins sur notre territoire, et qu'on avait besoin de croiser toutes ces attentes et ces besoins. Pour positionner l'agglomération au sein de ces attentes, cette stratégie biodiversité nous apporte une légitimité, puisque on va être le point d'entrée. On a décidé d'être le point d'entrée de demandes, que ce soit de demandes d'associations environnementales ou autres. Et parce qu'on s'est rendu compte lors de nos tables rondes pour construire notre stratégie qu'il y avait énormément de données qui étaient disponibles, mais que finalement, à chaque fois qu'on avait besoin de faire quelque chose, il fallait faire un diagnostic, et ces données-là, elles existaient, et on refaisait des diagnostics pour retrouver les mêmes données. Donc l'agglomération
en fait, l'attente de nos partenaires et de nos participants était, mais il faudrait que vous soyez la porte d'entrée. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de mettre en place, être une porte d'entrée, un facilitateur au niveau de la communication, au niveau de la transmission des informations et pour concentrer un peu tout ça, que ce soit pour la filière agricole, pour le tourisme, pour la culture, pour les services de l'État, enfin voilà, de façon assez large. Et, et puis, pour faire accepter certaines décisions, parce que quelquefois, on prend des décisions biodiversité qui n'ont pas l'adhésion de tout le monde. Et pour augmenter l'acceptabilité de décisions qu'on va prendre pour protéger notre environnement, ben c'est pareil, il faut qu'on ait des informations qui soient claires, qui soient facilement compréhensibles par l'ensemble des partenaires, des habitants, des filières. Et donc, c'est là où nous, on a décidé de se positionner. On a bien là l'intention politique et Aude qui nous a donné quelques éléments aussi sur l'expertise. Je vais me tourner vers Laetitia Four pour avoir son retour sur la manière dont a été menée cette démarche par les équipes techniques et ça va en même temps répondre à une question qu'on a dans le chat de Alexandre Benassi qui demande si vous avez eu recours à un partenaire extérieur à la collectivité pour animer les processus de concertation. Voilà, ma question et la sienne se croisent donc. Alors, nous, pour construire cette stratégie, on a répondu à l'appel à projet Nature et Transition de la région Nouvelle-Aquitaine, dont on a été lauréat et qui nous a permis de recruter un CDD pendant 6 mois. Donc, d'ailleurs, on en profite pour remercier la région pour son accompagnement financier sur ce processus. Et donc, on s'était donné 6 mois. Donc, c'est assez court pour construire une stratégie, mais des fois, quand on a peu de temps, eh ben, on est très efficace. Donc, c'était un vrai choix hein, de construire cette stratégie en interne. Et nous n'avons pas fait appel à de bureaux d'études ou à un tiers à la collectivité pour mener la concertation, puisqu'on a considéré qu'on avait en interne l'expertise technique, notamment au travers de Aude, comme elle l'a dit, qui est déjà animatrice sur le territoire depuis plusieurs années, également en recrutant une chargée de mission qui était également en expertise sur les sujets naturalistes. Donc, on a décidé de se lancer en interne, en toute humilité, en toute transparence aussi dans la concertation, puisqu'on avait bien annoncé dès le début que on n'était pas sûr que ça donne quelque chose finalement, puisque c'est quand même une thématique qui est assez nouvelle pour nous en tant qu'agglo. Donc, on a organisé nos ateliers vraiment, je le dis très sincèrement, sur du fait maison. Vraiment, voilà, en organisant nos techniques d'animation avec des paperboards, parfois avec des partenaires extérieurs du territoire qui nous aidaient à présenter des choses. Voilà, on a utilisé une maquette d'un bassin versant qui a été constitué par l'établissement territorial public du fleuve Charente. Mais voilà, donc ça s'est fait vraiment en interne. Et donc, on a organisé 4 ateliers de concertation sur 4 thèmes différents. On a réalisé le diagnostic et l'identification des enjeux en interne également, notamment avec toutes les données déjà disponibles, dont vous avez fait d'ailleurs la démonstration tout à l'heure sur les fiches intercommunales notamment. Donc, on a vraiment préféré se concentrer sur cette phase-là de concertation. Et on a eu la surprise d'avoir beaucoup de participants. On a même dû changer notre salle au dernier moment parce que c'était trop petit. Voilà, donc on a eu 70 personnes qui ont participé et 42 structures différentes. Donc à la fois, comme le disait Madame Bell, hein, des associations environnementales, des services de l'État. La filière agricole et viticole a été très largement représentée, ce qui a bien démontré leur intérêt sur le sujet. Et vraiment, les échanges ont été, comme vous le disiez, Madame Bell, très constructifs, pas de tension. On a l'impression aussi que plus on est nombreux, moins il y a de tension finalement, parce qu'on est obligé de tous s'écouter. Et puis, on est obligé de mettre un niveau d'information égal à tous. On n'était pas que des experts autour de la table. Voilà, et puis pour nous, ça a été aussi une expérience intéressante où on a aperçu que Grand Cognac avait une légitimité, comme le disait aussi Madame Bell, à être un médiateur ou un animateur de cette thématique sur notre territoire. Voilà, et du coup, ça a conduit à
à l'élaboration d'une stratégie. Et puis, donc, on a fait valider cette stratégie en conseil communautaire en fin d'année 2024. Et on avait candidaté dans le même temps, donc peut-être aussi pour répondre à une autre des questions sur le Haut-Limousin, on avait candidaté au programme territoire engagé pour la nature. Et alors là, c'est tout frais parce qu'on a eu la réponse la semaine dernière. Je crois qu'on a été lauréat de ce programme. Donc, pour nous, c'était aussi important de candidater à Athènes parce que c'est quelque part, c'est aussi une reconnaissance et une légitimité. Et puis, ça nous dit aussi qu'on a construit une stratégie qui va dans le bon sens, qui est cohérente aussi avec une déclinaison de la stratégie régionale. Hein. C'était une de nos objectifs, bien évidemment. Voilà, donc là, maintenant, tout reste à faire malgré tout. On est à la phase où on a un petit peu défini le cap et les actions qu'on va devoir mettre en œuvre sur le terrain. Vous l'avez pas redit, Laetitia, mais vous pouvez, on peut le dire quand même aux participantes et aux participants, c'est que la stratégie, elle a été validée à l'unanimité par le conseil communautaire. Donc là, vous avez quand même deux belles réussites aussi, la labellisation territoire engagé par la nature et puis cette validation qui, au bout de plusieurs mois de travail, marque vraiment l'engagement de l'ensemble du Grand Cognac et cette adhésion. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Vous le disiez, il reste beaucoup de choses à faire parce que là, c'était la phase stratégie. Quelles sont les perspectives pour la suite de cet engagement? Madame Pascale Bell, je me retourne vers vous sur ces perspectives dans la vision politique de l'exécutif du Grand Cognac. Comment vous vous projetez en ce qui concerne cette gouvernance autour de cette stratégie? Comment vous allez travailler, vous le savez peut-être déjà, avec l'ensemble des acteurs et voilà, ce que cette stratégie apporte au territoire? Alors, c'est vrai que du coup, on a perçu que les attentes étaient fortes de la part de tous les participants à la mise en place et à la construction de la stratégie. Donc là, maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est de rentrer dans l'opérationnel. Donc là, notre but, et puis il faut qu'on rentre dans l'opérationnel rapidement, puisque ben, comme chacun le sait, en fin d'année, on va rentrer dans une période un peu floue jusqu'au premier trimestre de l'année d'après. Donc, il faut qu'on ait assis toutes les grandes lignes et les gros piliers de la stratégie sur l'agglomération, de façon à ce que sur le prochain mandat, ben, ça ne fasse pas un flop et que ça continue. Donc, il faut qu'on crée le besoin et ce rôle de facilitateur, de porte d'entrée pour toutes les questions de diagnostic, de ressources qu'on peut avoir. Ben, on les assoit, on les met de façon très formalisée. Et puis après, ben, forcément, il y a une part des élus qui va s'en aller, mais une part, j'espère, importante qui va rester. Donc, qu'on continue à les motiver. C'est vrai, vous l'avez dit, on a eu la chance que ce soit voté à l'unanimité. On a été même surprise de l'adhésion, que ce soit des partenaires, des associations, de tous ceux qui ont participé, parce que des élus ont participé aussi aux tables rondes lors de la construction de la stratégie. Et c'est vrai que quand on a présenté au conseil communautaire et qu'on a eu ce vote à l'unanimité, on s'est dit, ben là, voilà, il y avait vraiment une attente. On a des gens qui sont motivés. Donc maintenant, il ne faut pas qu'on les déçoive. Donc le but, c'est que sur cette année 2025, on assoit vraiment et on consolide les piliers de façon à pouvoir mener notre stratégie à bien. Et puis peut-être qu'en faisant ça, ben, on aura d'autres idées pour intensifier notre stratégie. Mais on voit que même sur les communes, nos petites communes, maintenant, des attentes se retournent vers Aude pour des questions. Voilà, je voudrais faire ça sur ma commune. Alors, on a plein d'idées. On voudrait réintroduire des espèces. On voudrait essayer comment dire, de cristalliser des endroits de façon à ce que ce soit vraiment dédié à la biodiversité et en même temps qu'on puisse les ouvrir de façon très ponctuelle aux habitants et aux élus pour pouvoir intensifier le regard et sensibiliser les gens
à tout ce que cette biodiversité peut nous apporter à nous humains, que ce soit pour la santé, que ce soit pour le bien-être, le bien-vivre ensemble. Et puis, bien sûr, bah, il va falloir qu'on recherche un peu de financement. Donc, on va trouver, parce que bon, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, il va falloir qu'on trouve des financements aussi pour pouvoir mener à bien toutes ces motivations, toutes ces actions dont vous parliez, que vous commenciez à évoquer avec des acteurs donc, qui se tournent déjà vers Aude Mathieu aujourd'hui. Aude, je vous laisse peut-être compléter et conclure ce témoignage pour nous préciser peut-être un petit peu les actions qui vont être déployées. Je vais peut-être donner de manière un peu plus concrète des exemples sur ce qu'a dit Madame Bell. Sur le côté centralisation, on pense notamment à un sujet qui est revenu très très vite dans les ateliers de co-construction, c'est au niveau des haies, parce qu'on a plusieurs acteurs sur le territoire qui plantent des haies. On a des maisons de cognac, on a la Fédération des chasseurs, on a le département qui finançait des plantations de haies, et on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien de concerté. Donc, on a des plantations, personne ne sait exactement où. Donc, pour éviter les trous dans la raquette, on va dire, tous les acteurs étaient partants pour nous reverser les données à la fin de chaque année de chaque campagne de plantation et qu'on puisse après cibler ensemble les secteurs à prioriser en fonction des enjeux de protection des ressources en eau, notamment, des enjeux de biodiversité, et de voir, voilà, là on a un trou, on n'a personne qui a planté de haies, qui y va, qui peut y aller, est-ce que c'est les chasseurs, est-ce que c'est les maisons de cognac, donc voilà, donc ça c'est un exemple concret de concertation et de rôle de centralisation par Grand Cognac. Et au niveau de la réintroduction d'espèces, je vais préciser parce que ça peut faire tiquer certains, nous sommes en accompagnement des services de l'État sur un projet de réintroduction du vison d'Europe dans le cadre du plan national d'action. Donc voilà, c'est pas nous qui réintroduisons, on est là à titre d'experts pour les aider sur la sélection des parcelles et après un rôle de concertation locale, de communication et d'accompagnement. Voilà, ça fait partie des actions qui sont dans notre stratégie. J'ai peut-être pas le temps de trop détailler, mais on a décidé de partir sur 10 grandes actions avec des déclinaisons. Voilà, on a de la centralisation, on a de la plantation, de l'encouragement à l'implantation de haies, de mares, restauration de zones humides, la sauvegarde du vison d'Europe, l'accueil de petite faune à travers la création de gîtes, la trame noire. On a un gros volet médiation faune sauvage. Et puis après, faire le lien entre l'agriculture et la biodiversité via l'agroécologie. Peut-être mettre le monde de la recherche aussi dans la boucle, c'est quelque chose qui était ressorti. Et puis faire le lien entre les acteurs culturels, sportifs et du monde environnemental. Parce que pour avoir testé des animations nature, on a toujours le même public qui vient. Donc peut-être élargir à d'autres acteurs. Merci, merci Aude et merci à toutes les trois. Je vais passer la parole à Pauline parce qu'on a a priori deux questions dans le chat. La première était juste sur le fil, sur la transition entre Haut-Limousin En Marche et Grand Cognac. Mais je pense qu'on peut la poser aux deux. Et là, il y en a une deuxième qui est arrivée aussi pour les deux territoires. Pauline, je te laisse en faire part à nos territoires témoins. Merci Julia. Mais en effet, on a eu deux questions plutôt intéressantes et puis qui s'appliquent à vos deux témoignages. La première, on a parlé dans les deux témoignages de renaturation et de la question du plantage et de la préservation des haies. Et ça nous amène à nous questionner sur les solutions d'adaptation basées sur la nature et leur place dans vos deux stratégies. Donc peut-être que la communauté de communes au Limousin En Marche peut commencer à répondre sur cette question-là, sur donc la place des solutions d'adaptation basées sur la nature. Oui. Vous m'entendez là? Oui, oui, effectivement, merci pour cette question. C'est un sujet sur lequel on s'est penché. Donc, effectivement, la préservation de la biodiversité passe, je dirais, un peu aussi parfois par le biomimétisme, c'est-à-dire utiliser des solutions qui sont déjà employées par la nature pour arriver à régler un certain nombre de choses.
c'est une démarche qui nous intéresse beaucoup, sur laquelle on a commencé un petit peu à travailler de façon pas tout à fait en profondeur encore, mais c'est vraiment un sujet qui nous intéresse. On a commencé à regarder les entreprises qui travaillent sur ces sujets-là. On en a contacté un certain nombre pour voir avec elles éventuellement si on pourrait essayer d'organiser une rencontre entre ces sociétés et le territoire. Mais c'est un sujet qui est vraiment passionnant et qui représente forcément, je dirais, l'avenir du développement économique pour la partie biodiversité. Il y a beaucoup de startups qui essayent de trouver des solutions dans ce domaine-là, qui sont très intéressantes et qu'il faudra essayer d'encourager à un moment ou à un autre. Merci beaucoup. Peut-être du côté du Grand Cognac, vous avez commencé à décrire un petit peu les actions dans votre stratégie et notamment parmi elles des solutions de ce type. Oui, tout à fait. On a parlé des haies, mais on commence à avoir quelques sollicitations pour la création de mares. Donc là aussi, il y aurait des choses à faire. Et puis, pareil, sur la restauration des zones humides, on a un territoire qui est soumis aux inondations. Donc voilà, il y a forcément un lien à faire avec le rôle éponge des zones humides. Et si ça peut être la porte d'entrée pour leur préservation et leur restauration, tire là-dessus. Puis on a eu une deuxième question où on s'élève un petit peu des questions thématiques et on va un peu plus parler questions de méthodologie et de pratique. C'est celle du lien entre ces initiatives de création de stratégie et celle des documents d'urbanisme. Monsieur Benassi a cité dans sa question les SCOT, mais je pense qu'on peut aussi se parler de la question des PLUI qui peuvent être chacun influencés par ces stratégies et qui ne sont pas à la même échelle. Comment est-ce que vous abordez la mise en cohérence de ces documents d'urbanisme avec vos stratégies de biodiversité, peut-être du côté du Haut-Limousin? Alors, au Limousin. Vous voulez commencer ou... On ne vous entend pas. Ok. Allez-y au Limousin. Non, mais alors du coup, oui, l'objectif, et on l'a inscrit aussi dans notre stratégie, c'est d'inscrire, en fait, de traduire cette stratégie dans les documents d'urbanisme. Alors comment? On ne sait pas trop. L'objectif aussi, il faut faire attention aussi de ne pas avoir des caractères qui soient trop contraignants, parce que l'objectif, c'est pas non plus de tout bloquer pour... Enfin, voilà. Il faut trouver l'équilibre. Oui. Parce qu'il faut, il faut avoir un équilibre sur le territoire. Entre les projets d'aménagement et biodiversité. Mais bon, voilà, c'est aussi l'objectif aussi et l'accompagnement de notre bureau d'études qui va pouvoir nous conseiller par rapport à ça. Et en plus, si vous voulez, on a un spécialiste à la Comcom sur l'urbanisme qui suit les travaux que nous menons pour voir comment on va les traduire concrètement dans les documents d'urbanisme. Mais bien sûr, c'est un élément important et c'est un des objectifs du cabinet d'études de modifier les plans en conséquence et les plans d'urbanisme, en faisant attention effectivement, comme local d'urbanisme, en faisant attention effectivement que les contraintes soient acceptables. Après, la difficulté, c'est que comme on n'a pas terminé, on sait jusqu'en mai 2025, donc c'est vrai qu'on n'en est pas encore à cette étape-là, qui est la toute dernière de notre étude. Donc c'est encore un petit peu difficile pour nous d'y répondre. Du côté du Grand Cognac, est-ce que vous avez des éléments de réponse sur cette question? Alors nous, la stratégie locale biodiversité arrive juste après, mais alors vraiment à quelques mois près, la validation de notre PLUI. Donc pour l'instant, on sait qu'on ne va pas pouvoir modifier les éléments de notre PLUI dans les mois qui viennent. Par contre, au sein du PLUI, on avait diminué énormément la possibilité d'artificialisation des sols. On a identifié les trames vertes et bleues, donc les zones humides. Là, tout à l'heure, ce que Aude expliquait, c'est que du coup, pour les haies, le fait de pouvoir répertorier toutes les haies plantées, on va pouvoir faire une cartographie des haies et lors d'une prochaine révision du PLUI, à ce moment-là, on va pouvoir notifier des haies à protéger. Alors, on avait déjà pas mal de zones boisées, de haies à protéger, mais ça pourrait être identifié de façon plus précise.
Et puis, le fait que du coup, les élus veuillent remettre en bon état des zones humides, des mares, ben, tout ça, ça pourra être cartographié et notifié dans le PLUI en zone de protection. Mais là, pour l'instant, on est arrivé à quelques mois près. Le PLUI venait juste d'être voté. Donc, c'est vrai que le coût de révision d'un PLUI étant quand même assez conséquent, là, pour l'instant, on va rester comme ça, mais on y est vigilant et tous les élus, ils sont vigilants, que ce soit les élus communaux comme les élus communautaires. Et on va prendre une dernière question sur cette question d'échelle. Là, on a parlé PLUI, Scott, et c'est des échelles différentes. Et on a une question dans le chat sur une réflexion possible du côté du Grand Cognac à l'échelle du bassin du fleuve Charente. Donc, bassin de vie, bassin de biodiversité, et notamment du fait des enjeux spécifiques sur ce fleuve. Alors, sur le fleuve, déjà, et Aude va répondre par rapport à Natura 2000 parce qu'elle est déjà au-delà du territoire de Grand Cognac. Et il faut savoir aussi que il y a quelque chose qui est non formel, mais il y a un travail de partenariat entre les agglos et les communautés de communes tout au long du fleuve, justement par rapport à cette préservation et au travail notamment sur les inondations, et voilà tout ça. Mais Aude, en plus, étant au pilotage de Natura 2000 sur le fleuve Charente, va bien au-delà de notre territoire. Un des sites Natura 2000 que j'anime se situe entre Cognac et Angoulême, donc sort largement du territoire de Grand Cognac. J'ai que la moitié du site Natura 2000 qui est sur le territoire de Grand Cognac, le reste est en dehors. Donc oui, effectivement, on sort du territoire de l'échelle intercommunale. Et je travaille en lien très étroit avec les autres animatrices Natura 2000 des sites qui sont en amont et en aval. Donc, on est sur la LPO pour Charente-Amont et puis sur l'agglomération de Saintes pour la moyenne vallée de la Charente. Et on a justement une vision d'ensemble, on a des enjeux qui sont communs. Donc, on travaille toutes dans le même sens pour ces enjeux-là. Après, de par mon animation Natura 2000, je travaille pas mal en lien avec l'agglo d'Angoulême, pareil sur les enjeux biodiversité. Donc oui, on a des liens travaille forts. aussi avec le PTB, donc l'établissement public territorial de bassin du fleuve Charente, donc qui a vraiment aussi des programmes d'action complets sur différentes thématiques, mais sur vraiment tout le fleuve, hein, avec les problématiques amont-aval, parce que nous, on est vraiment au milieu, on va dire, du fleuve Charente, donc on travaille aussi beaucoup avec eux, et notamment sur les aspects de biodiversité aussi aquatique. Alors, sur les enjeux de continuité écologique, on a des poissons migrateurs dans la Charente. Donc voilà, on a des travaux qui sont en cours pour restaurer cette continuité écologique. Et dès qu'on parle aussi bassin versant, on a parlé, hein, zone humide, inondation, on travaille beaucoup avec notre direction aussi de l'eau, qualité de l'eau. Et là, c'est vrai que les réflexions sont à l'échelle de bassin versant. Et donc, on sort des frontières généralement de l'agglomération. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Oui, je pense que ça répond à la question posée. On arrive à la fin de ce webinaire et donc on va passer au temps de conclusion. J'invite Christelle Brochard, je te vois plus à l'écran, Christelle. Si, je suis là. Oui, c'est super. Donc, qui est chargée de mission biodiversité également à la région. Et Christelle, tu as un sondage rapide à proposer aux participantes et aux participants avant que nous mettions fin au webinaire. Oui, effectivement. Donc, Alors, ce sera très rapide. Il n'y a pas de questions pièges. L'objectif pour nous, c'est au travers de ce sondage et de 2 questions, en fait, de mieux cerner et connaître vos besoins en termes d'accompagnement pour pouvoir avancer avec vous sur éventuellement des prochains rendez-vous. Donc, la première question, effectivement, plus en lien avec le sujet d'aujourd'hui sur les stratégies locales de biodiversité. Quels seraient vos besoins pour monter en compétences? Donc, réponse à choix multiples, hein, vous pouvez cocher évidemment tout ce qui vous intéresse. Donc, et prioriser. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. On va laisser quelques temps peut-être pour que vous ayez le temps de et il y a la deuxième question, en fait, où il faut faire répondre. dérouler
On Ah peut oui, elle faire est en dérouler. dessous, du coup. Ouais, là, elle est en dessous cette fois-ci. Voilà. Et la deuxième question, et donc là, c'est plutôt une approche thématique. Donc, quelles seraient les thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez travailler? On a proposé la renaturation en ville, la lutte contre l'isole de chaleur urbain, le sujet des zones humides, la gestion des espaces naturels ou encore la restauration et l'entretien du bocage. Donc, c'est pas forcément exhaustif. Si vous avez d'autres suggestions, évidemment, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous. On est tout à fait ouvert à d'autres propositions. On va laisser donc les participantes et les participants répondre. On en a perdu là, un peu plus d'une vingtaine parce qu'on a un petit peu dépassé sur l'horaire pendant que tout le monde termine de nous renseigner sur le sondage, donc sur les besoins des territoires. Je me permets d'amener la conclusion et à remercier très chaleureusement nos collègues de la région, donc Olivier, Joseph, Christelle ainsi que Xavier, et notre collègue de la RBNA, Baptiste, qui ont tous activement participé à la préparation de ce webinaire. Un très, très, très grand merci également à nos témoins du jour, avec Christian Jacquier et Oriane Comte pour la communauté de communes au Limousin En Marche, et Pascal Bell, Laetitia Four et Aude Mathieu pour la communauté d'agglo du Grand Cognac, qui sont venus incarner des binômes et des trinômes très dynamiques avec vraiment ces interconnexions entre élus et équipes techniques au service du projet de territoire. Donc, merci vraiment à tous les cinq d'avoir accepté de venir témoigner dans le cadre d'un webinaire PQNA et de faire bénéficier de vos démarches et de vos expériences l'ensemble des territoires. Le webinaire a donc été enregistré. Vous pourrez le consulter en replay sur notre chaîne YouTube et un article reviendra également sur les éléments qui ont été partagés aujourd'hui. On vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de journée et à bientôt pour d'autres rendez-vous. Merci, à Merci, bientôt. Merci, au au revoir. revoir.